messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce deuxième numéro de Sport à la Une, votre magazine sportif tous les lundis soirs à partir de 20h45 sur la TFM. Alors ce soir, nous parlons de handball avec ce week-end le tournoi de montée en première division. La Jeanne d'Arc de Dakar, le Bustan Handball et club chez les dames, Catherine et Diourel chez les hommes accèdent à l'élite pour la saison 2013-2014. Notre premier invité est justement une dame. Aïda Sy, elle est la secrétaire générale de la Fédération sénégalaise de handball. Notre deuxième invité est Ndofène Fall, président de la section football du Jaraaf. Les Verts et Blancs, champions de la phase allée de Ligue 1 sénégalaise. Ils ont battu l'US Ouakam et doublé sur le fil l'AS Pikine. Foot européen, le Bayern de Munich pourrait être sacré dès la semaine prochaine champion d'Allemagne. Les Bavarois ont battu ce week-end le Bayer Leverkusen et compte 23 points d'avance sur Dortmund. Ligue des champions, 8e de finale retour. Les 4 derniers matchs se jouent demain et mercredi. Le Real, Dortmund, Chelsea, Olympiakos sont bien partis pour se qualifier en quart de finale. Et puis épisme ce dimanche, secourait le Grand Prix de l'Assemblée nationale à l'hippodrome Tanor Antam-Bahar, remporté par Diapoul Bailly. Madio Père, notre spécialiste maison, nous en fera vivre les temps forts. Cher Tidiane Diao, bonsoir. Bonsoir mon Fatou, bonsoir Malal Junior Diagne et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Télé Futurs Médias. Ravi de vous retrouver et c'est parti pour 1h30, si je ne me trompe, de sport. Malal Junior, qu'est-ce que tu peux rajouter à cela? Bonsoir. Bonsoir, mon Fatou. Juste dire bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Futurs Médias et les souhaiter la bienvenue dans cette émission qui est Sport à la Une. Alors, on ouvre justement cette émission avec du handball. Ce week-end se tenait à Golf le tournoi de montée en première division. Oui, c'est chez les filles donc, avec la vieille dame et l'équipe de Bustan Handball Club qui ont effectué un parcours sans faute à l'occasion de ce tournoi de montée pour la saison 2013-2014. Les compétitions ont eu lieu ce week-end. Chers Tidiane John et Diafraba y étaient pour la TFM. Alors, quelques soucis techniques, nous aurons l'occasion bien sûr de revenir sur cet élément, à savoir la qualification donc, pour la saison 2013-2014 de 2 équipes féminines. Mais cher Tidiane Diao, on va parler aussi des heureux promus du côté des hommes, Catherine et l'Olympique de Diourbel. Voilà, Catherine qui a battu à tour de rôle Diamniadio, Gaston Berger, Dagana et Tamba. Alors que l'Olympique de Diourbel a pris le meilleur sur Diamano, Salom Renaissance Handball et concédé le nul face à Podor. Je vous propose à présent de suivre les réactions des 2 entraîneurs Wali Bahoum et Mansour Thiam au micro de Cheikh Tidiane Dione. J'ai 5 matchs, 5 victoires. Bon, la dernière équipe, c'est l'équipe de Tamba. Vous avez battu 9 buts à 8. Bon, tout d'abord, j'encourage les gosses et en même temps aussi les dirigeants qui entourent l'équipe. Bon, après 4 tentatives, bon, peut-être c'est le moment venu. Le dernier match contre Tivaouane. Okay. Score final. Bon, nous avons gagné par 4 points d'écart. Hein. Voilà donc les 2 coachs donc, pour les équipes promues et une fois n'est pas coutume, on va parler de handball avec Madame Aïda Sy qui est secrétaire générale de la Fédération sénégalaise de handball. Bonsoir Madame Sy. Bonsoir. Alors déjà, parlez-nous un peu de l'organisation de ce tournoi. Est-ce que ça a été évident pour vous de trouver un terrain, d'organiser sur le plan logistique? Bon, tout d'abord, permettez-moi de saluer les téléspectateurs, tous les sportifs. Mais je vous dirais tout d'abord que ça n'a pas été facile du tout. Hein, d'habitude, on décentralise, on organise le tournoi de montée dans les régions. Mais cette fois-ci, on a accusé du retard un peu à cause du tournoi
d'Alger et de la CAN cadette à Brazzaville. Mais au retour, on a reporté une première fois, reporté une deuxième fois, tout simplement parce que nous n'étions pas prêts, nous n'avions pas de terrain et surtout, il fallait caler les dates, voir par exemple à quel moment les équipes composées surtout d'élèves pouvaient venir à Dakar et un week-end, le vendredi, samedi, dimanche et pouvoir retourner chez elles pour aller à l'école sans problème. Tout à fait. Et c'est ainsi que vraiment, après beaucoup de jonglerie, on a réussi à trouver le week-end passé. Et maintenant, il fallait trouver les terrains. Et vraiment, ce sont les terrains. C'était pas facile. Alors justement, est-ce que ça ne joue pas sur le décalage du démarrage du championnat? A priori, vous deviez démarrer le championnat national depuis quelle date? On devait démarrer depuis, disons, un mois, mais il fallait attendre un peu que ce tournoi de montée ait lieu d'abord et ensuite aller à l'AG. Mais finalement, on s'est dit, on peut toujours commencer sans l'AG. Et c'est ainsi qu'on va aller à l'AG. En connaissant déjà les équipes En connaissant déjà les équipes déjà qualifiées. Et maintenant, on démarre la semaine prochaine, non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Mais comment expliquer, Madame Si, un peu ces problèmes qui reviennent tout le temps chez vous, du handball, les problèmes de terrain? Vous n'en avez qu'un seul de fonctionnel. Qu'est-ce que vous allez faire pour trouver des solutions à cette situation? Bon, écoutez, lorsqu'on a pris en main cette fédération, c'était une de nos préoccupations, les infrastructures. Bon, nous n'avons pas d'infrastructures de qualité, nous n'avons pas beaucoup d'infrastructures de normes internationales, donc tout ça, c'est des problèmes. Et le stade Ibamar, qui nous est réservé, c'est un stade que nous partageons avec d'autres disciplines. Notamment. Voilà, donc nous ne pouvons pas tout le temps organiser. C'est vous qui décidez des dates ou bien c'est la direction du stade qui octroie les dates? Disons que le ministère nous a donné des dates, nous sommes prioritaires. Mais je viens de dire que nous accusons du retard parce que nous avons participé à plusieurs compétitions internationales. Donc il a fallu la préparation. C'est la principale raison. Voilà, c'est la principale raison. Alors justement, on va rebondir sur ces compétitions internationales. On sait que donc, les équipes nationales masculines et féminines ont participé à une CAN récemment, les femmes et les hommes, éliminés quand même au stade des quarts de finale alors que c'était des compétitions. On y allait avec ambition. Et surtout pour se qualifier éventuellement à la Coupe du Monde. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que le Sénégal peut être déçu par rapport à la participation de ces 2 équipes nationales? Bon, disons que nous pouvons dire que nous sommes déçus si nous nous référons à l'ambition avec laquelle nous sommes partis. Mais lorsque nous voyons aussi les équipes adverses, nous disons que nous n'avons pas à être déçus à 100%. Parce que lorsque vous rencontrez des adversaires qui ont beaucoup d'expérience, des grandes compétitions, la Tunisie qui va régulièrement au mondial, l'Algérie qui est une grande équipe africaine, alors que vous n'avez que quelques semaines ou un mois, maximum un mois de préparation. Mais a priori, quand même, l'équipe avait été renforcée. Il y a eu des professionnels qui sont venus pour donner un peu plus d'appui. Alors, je dirais même que l'équipe est composée à grande majorité de professionnels. Et on sait que les professionnels n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour trouver aussi... que la mayonnaise prenne. Surtout, voilà, quelques semaines, c'est trop voilà, surtout, comme il dit, il faut que la mayonnaise prenne, parce qu'il a fallu aussi composer une équipe locale, ensuite faire la présélection, ensuite c'était la sélection, amener les professionnels au Sénégal, à Thiès,
pour qu'ils s'entraînent ensemble. Bon, disons que tout a été fait pour que vraiment toutes les conditions étaient à peu près réunies pour qu'on fasse une bonne CAN. Mais les résultats ne sont pas probants. Très bien. Voilà. Question toute simple, quel est le budget de la Fédération sénégalaise de handball? Waouh. Ça, c'est la question à $100 000. D'accord. S'il n'y a pas de budget aussi, vous pouvez le dire. Hein? S'il n'y a pas de budget. Disons que nous passons notre temps à chercher le budget. Voilà. Très bien. Moi, j'ai entendu le président Seydou Diouf à plusieurs reprises demander à l'État de mettre les moyens pour assurer la suivi de la préparation. Est-ce que cela également n'a pas impacté un peu sur le résultat? Oui, je ne crois pas. Hein, parce que cette fois-ci, pour la CAN, nous avons quand même eu l'appui de la République, si j'ose dire, hein, de la présidence et vraiment le ministère, le CNOS. Hein, nous avons l'appui de toutes ces institutions qui... mais enfin, c'est un peu ça qui est gênant, quoi. C'est un peu. On va te parler tout à l'heure de budget, mais par rapport à cela, est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment prêt pour aborder le démarrage de ce championnat? Ah oui, tout simplement parce que les équipes ont commencé à s'entraîner depuis un peu plus de 2 mois. Et les équipes nous demandent même à quand le début du championnat, à quand le démarrage, parce qu'il faut savoir aussi que lorsque les équipes s'entraînent, c'est pas toujours gratuit. Hein, il faut s'occuper du transport des joueurs, etc. D'accord. Seydou avait annoncé son départ. Il reste finalement ou il part? Le président il avait annoncé son départ, ça c'est vous qui me l'apprenez. D'accord. De toute façon, il y a une assemblée générale. Il y a une assemblée générale. Prévue le week-end prochain. Non, le 19 avril. Le 19 avril. C'est après le démarrage. Après le démarrage. Alors, Aïdassi, une dernière question. Comment se porte le handball au Sénégal? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de licenciés, il y a plus de gens qui sont attirés par ce sport, ou ça reste encore un sport très mineur dans notre pays? Laissez-moi vous dire que vraiment c'est avec une grande fierté que je vais vous dire que le handball se joue dans 13 régions sur 14. Très bien. Voilà. Et que actuellement, il n'y a que Matam qui n'a pas encore sa ligue. Très bien. Hein? Et ce qui est encourageant, c'est qu'on a constaté l'émergence des équipes régionales. Dakar ne tient plus le flambeau comme avant. Djiaduc, Djiadaraf, Djiaraf-Duc. Vous avez vu à la Coupe du Sénégal, c'était Tivaouane. Bon, il y a aussi le Stade de Mbour. Hein, les équipes régionales commencent aussi à rivaliser avec Dakar. Très bien. Merci beaucoup Aïdassi de nous avoir accompagnés pour cette première partie de l'émission Sport à la Une. On rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la Fédération sénégalaise de handball. Peut-être un dernier mot à l'endroit peut-être des autorités. C'est l'occasion ou jamais. Oui, moi c'est plutôt, oui, comme vous dites, je lance un appel aux autorités, tout simplement pour leur demander de nous appuyer davantage, parce que nous avons pris la fédération il y a 4 ans et tout le monde a constaté que nous n'avons jamais été aussi médiatisés. Très bien. Le handball se joue dans toutes les régions. La petite catégorie avec les ligues aussi joue constamment. Et, même à Keur-Massar et dans les localités les plus éloignées. Moi, vraiment, la grande bataille que je voudrais que les autorités nous aident à gagner, c'est vraiment de nous donner un temple du handball. Alors imaginez un peu, nous ne pouvons pas postuler pour une Coupe d'Afrique parce que nous n'avons pas de terrain aux normes internationales. Le problème du sport sénégalais, c'est très bien. Franchement, moi, si nous avons ce terrain-là et que les autorités locales aussi construisent des petits terrains dans leur localité et que tout le monde puisse jouer au handball, vraiment, on pourra partir et dormir tranquillement. Très bien.
Merci Aïdassi, encore une fois, merci. On vous recevait à l'occasion du tournoi de montée donc en première division. Rappelons que chez les hommes, Kaffrine et l'Olympique de Diourbel accèdent donc à cette première division. Et chez les dames, la Jeanne d'Arc de Dakar et le Bustan Handball, donc handball, décidément, j'y arrive pas. Donc pour la première division et chez les dames. Alors, nous allons à présent parler de basket. Malal et Chertidiane Diaw avec la 6e journée de National 1, hommes et dames. La Jeanne d'Arc de Dakar, chez les dames encore, s'incline lourdement, 65-33 devant l'AS Ville de Dakar. Une débâcle qui met encore en péril ce monument qu'est la Jeanne d'Arc de Dakar. Fatki Nedem, image Younous Diatta. La Jeanne d'Arc de Dakar n'a pas fini de boire le calice jusqu'à la lie. Le club de foot a sombré dans les abîmes de la 3e division. Au basket, l'on craint une même issue. Vu tous les problèmes que la Jeanne d'Arc a eu, d'abord il fallait mettre une équipe qui soit visible pour que les gens n'oublient pas la Jeanne d'Arc. Donc l'équipe de football est en division régionale, l'équipe de garçons est en D2. Donc on a que cette équipe féminine. Mais malgré ça, c'est nous qui avons perdu le match. Parce qu'on a arrivé tellement de paniers faciles, des lancers francs. Et sur la zone presse, on a fait autant de pertes de balles. L'on est loin des années fastes de Khady Diop et compagnie. L'équipe actuelle semble loin de ses devancières. C'est une équipe qui est très jeune, hein? C'est une équipe qui a joué le championnat en 2012. On a arrivé tellement de paniers faciles, des lancers francs. Et sur la zone presse, on a fait autant de pertes de balles. Maintenant, lorsque l'équipe nous a menés, on a mis la zone presse. Et on a sorti le ballon. Mais là où on a pêché, ils ont fait des attaques rapides. Au lieu de poser l'attaque, ils ont fait des relèves, ils ont tiré, ils n'ont pas la main. L'équipe a pris les ballons et ils ont mis les comptes. La GIA, ce monument du basket féminin, est en péril. Les dirigeants sont interpellés. Voilà, donc Chertidiane, tu as également assisté à ce match entre la Jeanne d'Arc et l'AS Ville de Dakar. Et il faut croire que ce qui se passe un peu dans le foot est en train de gangréner tout le club. Donc le basket féminin, donc à la Jeanne d'Arc également en péril. Voilà, c'est vraiment dommage. La GIA, qui était l'une des places fortes du basketball sénégalais chez les hommes et chez les dames. Les hommes évoluent en 2e division. Le football est dans le championnat régional. Et là, ce sont les filles de la GIA qui ont joué ce samedi contre l'AS Ville de Dakar. Et vraiment, ce qu'on a vu ne nous rassure pas du tout. Une équipe très jeune, très inexpérimentée, qui a largement perdu face à cette équipe. Donc je pense que c'est le problème de la GIA en général qui s'est répercuté sur cette équipe de basketball féminin. Et si l'on y prend garde, malheureusement, la GIA risque de disparaître du nom de nos sports sénégalais. Très bien. Alors Malal, un peu ton point de vue là-dessus. La GIA en danger, en fait, dans tous les sports un peu, le basket, le football, on le savait déjà. Non. Donc, est-ce que tu suis un peu l'évolution du club? Ben non, c'est juste une crise qui ne cesse de s'aggraver, avec des dirigeants qui n'arrivent toujours pas à parler le même langage pour trouver des solutions. D'abord, c'était le football. Aujourd'hui, cette équipe qui a été jusqu'en demi-finale de la Champions League africaine, un record, est en 3e division. C'est le basket aujourd'hui avec des joueuses qui sont parties. Ouais. Moi, je connaissais les Sophie Vieira et autres qui défendaient crânement cette équipe, mais aujourd'hui, qui sont allés monnayer leur talent ailleurs parce qu'il n'y a pas l'encadrement qu'il faut. Donc si l'on y prend garde, cette équipe de la GIA pourrait, dans 2-3 ans, disparaître carrément de la scène sportive si rien n'est fait. Tout à fait. Ce n'est vraiment pas normal. Et c'est bien dommage. Quand on voit des filles comme des femmes comme Khady Diop sur le banc de touche de cette équipe de la GIA, Khady Diop quand même, qui a été l'une des grandes figures de la GIA durant les années 90. Et je pense que les autorités quand même doivent s'arrêter, se parler entre eux et régler le problème de la Jeanne d'Arc une bonne fois pour toutes. Alors, Chertidiane, quelques résultats avant de nous exporter à l'extérieur. On ira en NBA notamment, mais quelques résultats d'abord. Voilà, chez les dames,
Il y a eu cette victoire de l'UGB face au Cayor Basket Club, 38-32, un match très serré. Le Guédiawaye Basket Club qui s'incline lourdement devant le Dakar Université Club, 69-38. Et puis dans la poule B, Uzo Bop 67-63, 57 partout, c'était le temps réglementaire. Il a fallu recourir aux prolongations. Saint-Louis Basket Club Bourg 68-41. Et puis le classement dans la poule A, toujours leader le Dakar University Club avec 12 points. Deuxième ASC Ville de Dakar, 11 points. Troisième Jeanne d'Arc, 9 points. Dans la poule B, premier Saint-Louis Basket Club, 11 points. Deuxième Uzo, 10 points. Troisième Giraffe, 9 points. Chez les hommes également, on a joué la 6e journée avec l'UGB qui s'impose face au Louga Basket Club 83-61. Asfa Douane 52-65 et puis dans la poule B, Disso Saint-Louis Basket Club 48-60, Duc Sibac 63-38, Mermoz HLM Basket Club 46-56. Classement, poule A, premier UGB, 12 points, deuxième Douane, 9 points, troisième Uzo, 6 points, poule B, premier Saint-Louis Basket Club, 10 points, deuxième Dakar University Club, 8 points, troisième HLM Basket Club, 8 points également. Mamfato. Merci cher Tidiane donc, pour cette parenthèse de basket. À présent, on va parler de Gorgui Sy-Diagne. Voilà. Gorgui Sy-Diagne, le seul Sénégalais qui évolue actuellement en NBA, donc qui a passé une soirée magnifique hier avec son club de Minnesota, les Timberwolves de Minnesota. Tenez-vous bien, il a réussi un double-double pour sa première titularisation double-double. Pour l'équipe du Sénégal, si on s'y prend tôt, parce qu'il y a toujours avec les professionnels américains cette question d'assurance. Justement, c'est exactement cela qui l'avait empêché d'aller en Côte d'Ivoire pour l'Afrobasket. Il y avait d'abord le contrat qui n'est pas assuré. C'est inadmissible. Ouais, surtout que le problème de l'équipe nationale lors de cet Afrobasket, c'était surtout les pivots. Voilà. Tout le monde disait que les pivots du Sénégal ne scoraient pas beaucoup, que techniquement c'était un peu juste. Et là, on en a un en NBA qui brille avec... Voilà donc pour cette page basket. Cette fois-ci, c'est bien fini, cher. C'est fini. D'accord, très bien, merci. Alors, on va parler à présent de pétanque. Malal Junior, les boulistes rendent un vibrant hommage à Feu Mohamed Martoub, ancien champion de la discipline. Et c'était à l'occasion d'un tournoi qui a eu lieu au lycée Lamine Gueye de Dakar, occasion saisie par le patron des boulistes sénégalais pour rappeler les autorités sportives à assurer, mais également à prendre des dispositions afin que cette discipline puisse prendre son envol, mais également bien préparer les prochaines compétitions, notamment le tournoi de Tahiti prévu au mois de septembre prochain. Gazan Ezidine, que nous écoutons. Donc c'est normal parce que c'est le 19e mémorial de Amoul Matoub. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, Amoul Matoub a été plusieurs fois en équipe nationale, a participé à plusieurs championnats du monde de boules et a été le seul joueur dans l'équipe du Sénégal à gagner le tournoi des nations il y a 20 ans, un an avant sa mort. Amoul Matoub aussi a été plusieurs fois champion du Sénégal en individuel, en doublette et en triplette. Parce que vous savez, les championnats du monde de boules se jouent en triplette. Donc maintenant, nos joueurs qui sont habitués à jouer non, le championnat du monde de boules se joue en triplette. Et nos joueurs sont habitués à jouer à Dakar, au Sénégal, en doublette. Donc c'est maintenant pour les mettre dans le bain, pour les apprendre à jouer la triplette, parce que c'est différent. Hein. Jouer avec 3 boules n'a rien à voir avec jouer avec 2 boules. Hein. Donc il faut que les joueurs apprennent à le faire, à jouer avec 2 boules. Et aussi, on veut que tous les clubs du Sénégal qui organisent fassent leur concours aussi en triplette. Cette année, comme que nous devons partir à Tahiti pour les championnats du monde de boules, on a au mois de septembre, auront lieu les championnats du monde de boules à Tahiti. Donc nous avons devant nous encore 4 ou 5 mois pour initier les joueurs qui seront sélectionnés à s'habituer à jouer en triplette. Et nous avons les moyens de rivaliser, bien sûr, durant ces championnats du monde de boules avec les grandes nations de ce monde. Quoi.
Sans transition, nous parlons de Ligue 1, les amis, avec donc la phase aller de ce championnat qui a été achevé ce week-end. Les faits marquants de cette 13e journée. On va d'abord commencer par donc ce qui s'est passé à Diourbel, puisque l'AS Pikine s'y rendait donc pour rencontrer la Chinéor. La Chinéor qui ne s'était jamais imposée à domicile. L'AS Pikine qui partait avec donc un statut de favori, mais un but encaissé suite à une grosse bourde d'un gardien, donc celui de l'AS Pikine qui a laissé filer entre ses gants une frappe anodine de Moussa Diédhiou. Mohamed Jojo était sur place. La première mi-temps, la Sunéor et l'AS Pikine se sont observés, ne jouant que par à-coups. C'est à la seconde période que la partie s'est véritablement animée. La Sunéor de Diourbel, qui était dos au mur au début de la rencontre, appuie sur l'accélérateur. Leurs efforts seront vite récompensés à la 62e minute de jeu sur un but de Moussa Diédhiou qui profite d'une erreur de Malik Traoré, le gardien de l'AS Pikine. Le secret, c'était l'organisation. Nous nous sommes bien organisés au plan défensif. Nous avons réarmé moralement les garçons. Voilà le secret du match. Bonne discipline tactique, rigueur défensive, mais bon mental également. Alassane Dia, qui a passé quelques années sur le banc de la Sunéor de Diourbel, ce retour au Baol est manqué. On n'a pas réussi notre match. Et ce n'est pas la première fois qu'on sort de Dakar et qu'on loupe un match. Donc voilà, si nous sommes... voilà, on peut le dire. En réalité, il faut avoir le courage de le dire. Nous avons des difficultés à l'extérieur parce que et ça nous suit un peu depuis l'année dernière. Cette victoire de la Sunéor de Diourbel est un bon coup au moral. Non seulement les poulains du président Oumar Samb grappillent des points à domicile, mais ils pourront aborder plus sereinement cette semaine cruciale avec la réception mercredi du Jaraaf de Dakar en Coupe de la Ligue et du Casa Sport en championnat dimanche prochain. Donc à Diourbel, Malal, l'AS Pikine se fait surprendre et battre par la Chinéor. Qu'est-ce qui se passe à Dakar dans le même temps? Dans le même temps, c'est le Jaraaf de Dakar qui lui chipe son fauteuil de leader. Les Verts et Blancs de la Médina ont réussi à battre l'Union Sportive de Ouakam, l'équipe en forme de championnat, sur le plus petit de score, 1-0. Une petite victoire qui a son importance puisque à l'issue de cette phase aller, le Jaraaf est désormais le champion du Sénégal de cette phase et occupe désormais le fauteuil de leader. Ibrahim Akan, reportage. Et peut-être pas si pareil fête après le début du championnat, n'est-ce pas, cher Tigane? Bon, le Jaraaf qu'on n'attendait pas, ils sont toujours là. C'est le club traditionnel qui ne meurt jamais et Ndofen ne va pas nous contredire. Alors, avant Ndofen, à qui on souhaite le bienvenu. Bonsoir Ndofen. Bonsoir. Voilà, avant de démarrer avec lui, on fait le point donc sur cette 13e journée avec la victoire du Dakar University Club, large victoire face au Port Autonome de Dakar, 4-2. Vous l'avez vu tout à l'heure, le Jaraaf qui s'impose 1-0 face à l'Uzo. Sunéor qui bat Pikine 1-0. Stade de Mbour, Niaritali 0 but partout. Linguériego, même score. Olympique de Ngor, Casa Sport. Un but partout. Le classement, Mamfatou, les 3 premiers de Jaraaf leader avec 23 points, suivi de l'AS Pikine 22 points. Uzo 22 points également et puis les 2 relégables, le Casa Sport 13e avec 13 points et puis Yego 14e avec 7 points. Voilà, donc c'est la fin de la phase. Allez. Oui, et Ndofen est heureux de voir son équipe trôner en tête de ce championnat. Je disais, peut-être qu'on ne vous y attendait pas. Est-ce que vous vous y attendiez? Oui, mais vous savez, au Jaraaf, je salue d'abord tous les amis qui nous suivent, mais vous savez très bien qu'au Jaraaf, quand on entame une compétition, c'est pour aller au bout. Je crois que nous avons eu de petites difficultés en début de saison. Je dois d'abord féliciter le président Chersek qui a pris le relais du président Wagan, que je salue au passage, et encourager l'encadrement technique. Parce que ce n'est pas facile dans nos clubs traditionnels. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en début de saison, nous avions perdu déjà 5 joueurs, parmi lesquels qui étaient des joueurs ténors. Khadim Ndiaye,
qui était gardien de l'équipe nationale, gardien du Jaraaf. L'axe central du Jaraaf composé de Samba Gueye et de Pape Sey. Pape Sey qui est allé à Sunuor, et Samba Gueye qui est retourné à la Linguère de Saint-Louis, plus Djibril Sidibé qui est allé au Gabon, et Ibou Cissé qui est allé à Pikine. Donc quand une équipe perd 5 joueurs, c'est tout à fait normal qu'elle connaisse des difficultés en début de saison. Mais c'est pourquoi je dois louer quand même le courage, l'abnégation et l'expertise de l'encadrement technique qui s'est renforcé. Mais vous savez qu'en sport collectif, quand on remplace un élément par un autre, le résultat n'est jamais le même. Donc il va falloir effectivement que la mayonnaise prenne. Ça a pris du temps, mais nous étions conscients qu'effectivement que l'équipe était en train de monter en puissance parce que nous avions fait 9 matchs sans défaite. Et notre première défaite, c'est à partir de la 10e journée. Nous avions été battus par... Vous aviez accumulé beaucoup de matchs nuls aussi. Oui, matchs nuls, c'est ça la contrainte. Vous n'avancez pas, En fait, on avait attiré l'attention de l'encadrement technique qui nous avait aussi sorti des éléments techniques pour nous expliquer effectivement les raisons pour lesquelles l'équipe tardait effectivement à atteindre son envol. Mais je crois que nous n'avons jamais perdu de vue que nous disputons un championnat et une compétition très très dure cette année, que ce soit en L1 comme en L2, parce que à regarder à peu près le nombre de points, on se rend compte qu'il y a à peu près les équipes se tiennent, et aussi bien les équipes de tête comme les équipes qui sont en train peut-être aujourd'hui d'être relégables. Et c'est la raison pour laquelle je dis bravo à l'encadrement technique et à l'environnement du Jaraaf. Et comme vous l'avez entendu, Ablaye Sarr, il garde la tête froide. Hein? C'est un garçon qui a les pieds sur terre, qui ne s'enflamme pas et qui sait exactement que c'est une compétition qui a atteint que sa première moitié et qui restera une autre moitié à faire. Vous l'avez entendu dire qu'au plan défensif, il y a des choses à faire. Une deuxième moitié que vous allez entamer avec de nouvelles recrues, des joueurs qui ont fait leur preuve un peu partout dans le monde. Tout à fait. Issa qui revient, Pableti avec qui vous êtes en discussion. Tout à fait. Qu'est-ce qui explique un peu cette politique du Jaraaf de faire revenir les anciens internationaux? Non, il faut plutôt renverser la question. Qu'est-ce qui fait que quand les garçons reviennent, ils préfèrent venir au Jaraaf? Je crois qu'on a une philosophie de jeu, on a une culture, on a un environnement et on a toute une histoire. Le Jaraaf, quand même, ça fait partie du patrimoine du sport de notre pays. C'est la raison pour laquelle, peut-être, quand les garçons reviennent, ils préfèrent venir au Jaraaf. Nous ne sommes pas allés vers les Issa et consorts. D'abord, ils connaissaient l'environnement du Jaraaf et particulièrement l'encadrement technique du Jaraaf. Je crois que l'élève a besoin toujours d'avoir un professeur auprès de qui il apprend. Et je crois que Ablaye Sarr aussi est assez attractif en ce qui concerne ces garçons parce qu'il les a eus en équipe nationale. Nous sommes persuadés qu'ils reviennent au sein de nos clubs, effectivement, pour se relancer. Et je dois saluer cet état d'esprit parce que, effectivement, c'est un encouragement à continuer le travail parce que nous savons, effectivement, que par ailleurs, les gens font attention à ce que nous sommes en train de faire. On parle de Issaba et Leiti, il y a aussi David Mbodj. Il y a David, il y a aussi le Gambien Ousseynou. Ils sont à l'entraînement. Maintenant, le reste, au plan administratif, c'est Léonard qui s'en est occupé. Je crois que tous ces problèmes sont réglés parce que vous savez que le mercato est terminé en ce qui concerne l'extérieur. Au plan international, c'est terminé, mais nous avions pris les dispositions nécessaires pour que... Cher, justement, j'ai presque envie de dire que le Jaraaf a les poches remplies pour pouvoir se permettre de recruter à tout va des Leitinia et des Issaba. Alors... Est-ce que vous savez que ces garçons ne viennent pas pour chercher de l'argent au Jaraaf? D'accord, Je pense qu'ils ont besoin d'un environnement pour qui leur permette de s'épanouir. C'est pas, à mon avis, ce n'est pas au Sénégal qu'on gagne de l'argent. Ceux qui sont passés au Jaraaf et qui sont partis actuellement savent pertinemment que nous avons une expertise à mettre à leur disposition. Nous avons un environnement que nous cherchons régulièrement à améliorer. Nous avons une réputation qu'effectivement nous jouons toujours les premiers rôles. Je crois qu'il est préférable d'aller dans un club pareil qui t'offre beaucoup plus de visibilité parce qu'effectivement c'est ça que les garçons viennent chercher. C'est pas l'argent, c'est pas par l'argent parce que vous savez très bien qu'il y a des clubs qui sont aujourd'hui plus nantis que le Jaraaf. Ah bon? D'accord, très bien. Mais l'année dernière, quand même, on a vu que des histoires de salaire ont beaucoup plombé le Jaraaf, notamment en fin de saison. J'espère que c'est une vieille histoire. Oui, mais ça ne nous a pas empêché quand même de gagner la Coupe du Sénégal. Ça veut dire que, effectivement, nous pouvons avoir des difficultés parce que
Vous savez, nous, on n'a pas de subvention, on n'a pas de... heureusement qu'on a un sponsor qui nous accompagne et avec lequel nous avons déjà terminé les négociations. Et je crois que très prochainement, ils vont signer, le directeur général de cette société et le président Chersek, pour nous permettre d'avoir un peu plus de souffle. Donc, ces problèmes de salaire, je pense que ça rentre dans le cadre de l'organisation globale du Jaraaf. Aujourd'hui, toute la famille du Jaraaf s'est réunifiée. Nous sommes parvenus quand même à passer à l'alternance, comme on le dit, sans grand dégât. Et aujourd'hui, le président Chersek a reçu, comme on dit, le témoin des mains du président Wagan Diouf. Un bureau a été mis en place, plus un comité directeur qui se charge aujourd'hui quand même de régler ces problèmes financiers. Nous touchons du bois. Jusqu'à présent, les garçons reçoivent leur salaire régulièrement. Alors, et les primes sont payées dans les vestiaires. Malal. Alors, juste, Président, revenir un peu sur l'arrivée de Chersek, qui avait annoncé vouloir construire un terrain, également changer le siège, puisque depuis des années, ça n'a pas évolué. Tout à fait. Exactement, qu'est-ce qui a été fait dans cette direction-là? Oui, nous saluons, en fait, nous disons Chersek et l'équipe qui tourne autour du président Chersek. Parce que, à mon avis, c'est une alternance générationnelle. Le président Chersek est arrivé avec toute une équipe. Vous avez entendu les professeurs Sakho, Badou Diak, etc., etc. Tous ces garçons qui étaient dans la périphérie, à un certain moment, se sont dit, effectivement, les pères fondateurs nous ont laissé quand même un patrimoine assez important. Nous ont laissé en héritage quand même un club respecté de tout le monde et qui est le club le plus titré du Sénégal. Il nous faut donc rénover tout ça. Nous avons terminé la rénovation du siège. Aujourd'hui, grâce à l'entretien du président Chersek et de son environnement, les regroupements se font actuellement au siège du Jaraaf. Je pense que vous y passerez pour voir effectivement que nous avons un siège aujourd'hui qui peut accueillir toutes les équipes du Sénégal. Ça nous fait une grosse économie parce que les regroupements coûtent très cher. Sur les autres projets, nous travaillons. Nous reviendrons forcément sur cela parce que vous avez un peu loué le lustre du club du Jaraaf, le club le plus titré du Sénégal, mais le club qui n'a pas d'infrastructure alors que d'autres sont nés entre-temps. Mais tout de suite, vous parliez d'alternance générationnelle. Les gens sont partis, mais Ndofène, il reste avec Jaraaf, indéboulonnable. Non, mais moi je suis de cette génération, nous avons tous joué ensemble. Donc vous ne faites pas partie de l'alternance générationnelle alors? Non, en fait, moi je pense que c'est notre génération aujourd'hui qui est aux affaires. Je crois que le président Wagan et l'équipe qui l'avait accompagné, ils ne sont pas partis. D'ailleurs, quand nous avons perdu 2 matchs contre Djambar et contre Niaritali, le lendemain à l'entraînement, je vous apprends que c'est le président Alioune Diak qui est venu aux entraînements. Parce que, en fait, c'est pour vous dire qu'ils ne lâchent pas leur bébé. On ne lâche pas son enfant. Peut-être quand il arrive à maturité, on lui permet effectivement de s'épanouir, mais on a toujours l'œil rivé sur ce qu'il est en train de faire. Donc, au Jaraaf, nous sommes une association. Les tontons, les Alioune Diaw et consorts sont restés. On les appelle comité de sages, mais ils continuent à veiller sur leur bébé. Ndofène, on a remarqué une chose positive cette année avec le Jaraaf de Dakar. On remarque que dans les gradins, quand cette équipe joue, c'est pratiquement le plein. Oui, mais ça, c'est la culture du Jaraaf et la volonté de faire du jeu. Parce que nous sommes persuadés que c'est le jeu et par le jeu seulement qu'on parvient à obtenir les résultats. Quel que soit Alpha, nous essayons régulièrement de mettre en place une équipe attractive, de faire du spectacle. Et c'est par ce spectacle-là, parce que les gens ne s'y trompent pas, hein, il ne faut pas quand même recréer la roue. Quand tu ne joues pas bien, tu n'as pas de spectacle. Tu n'as pas de spectacle, et quand tu n'as pas de spectacle, tu n'as pas de spectateur. Très bien. Ndofène, nous vous retrouvons bien sûr pour la suite de cette émission. Nous en sommes pratiquement à la moitié du temps qui nous est imparti. Alors justement, nous restons avec la Ligue 1 Malal et Cher pour parler donc du bilan. Le Jaraaf, on le disait, champion à mi-parcours, alors que le Casa Sport et Yego sont relégables. Beaucoup de buts. Alors, une fois n'est pas coutume, la record, 159 au total ont été inscrits durant cette période avec un pic de 20 buts durant la 10e journée. Le bilan nous est dressé par Cher Sadibou Diarra et Ibrahim Kamara.
Indécise et prolifique, la phase allée de la saison 2013-2014 de la Ligue 1 l'a été. Jaraaf est champion à mi-parcours qu'à l'issue de la 13e et dernière journée. Avec 23 points, les coéquipiers de Pape Siré Dia ont profité de la défaite de l'AS Pikine à Diourbel devant la Sunéor pour être sur le trône. Détentrice de la meilleure attaque avec 18 buts, l'équipe du coach Abdoulaye Sarr a remporté 6 matchs, partagé les points 5 fois et concédé 2 défaites. L'US Ouakam, moribond de la saison dernière, est l'équipe surprise de cette première partie. Coachée par Malik Diop, novice à ce niveau, la bande à Pape Latir Ndiaye, sortie de sa retraite, est 3e avec 22 points. L'USO détient aussi la meilleure défense à égalité avec Touré Kounda, seulement 5 buts encaissés. L'AS Pikine 22 points et Port 20 points sur la lancée de leur dernière saison. En embuscade, n'ont pas dit leur dernier mot. Champions et dauphins sortants, Djambar et Olympique de Ngor inconstants cette année sont dans le ventre mou du classement. Mais la grande déception nous vient de Ziguinchor. Le Casa Sport, champion il y a 2 ans, est relégable. Le club du Sud qui reçoit à Kolda à cause de la réfection du stade Aline Sitoé Diatta occupe la 13e et avant-dernière place. Yego est lanterne rouge avec 7 points à 7 longueurs du premier relégable. Au cours des 91 matchs dans 13 journées, 159 buts ont été marqués, ce qui donne une moyenne de 1,74 buts par rencontre. Du bon cru et un classement des buteurs dominé par un trio à 6 buts chacun, Fadel Fall du Port, Adama Mbaye de Pikine et Ibrahima Diop du Jaraaf. Abdoul Karim Sané, milieu offensif de l'US Ouakam, transfuge de l'US Gorée, est la révélation de cette phase allée. Pas de trêve cependant, la deuxième partie de la saison démarre le week-end prochain, en espérant que le suspense demeure jusqu'à la fin. En espérant que le suspense demeure jusqu'à la fin, mais également en espérant que le Casa Sport retrouve de la verdure pour cette deuxième partie de ce championnat national avec le retour de Demba Ramata Ndiaye. Un an après avoir quitté le banc, il revient pour hisser cette équipe qui est actuellement dans des difficultés en championnat, Abdoul Aziz Khan Diafraka. Glorieux mais récent, ça fait qu'1 an et demi que Demba Ramata a quitté le Casa Sport. Il y revient. Effectivement, on a l'impression que là, c'est l'urgence du classement donc, qui commande un peu le discours des uns et des autres. Ndofène, le Casa, qui est dans une situation de relégable, mais on imagine qu'ils vont bientôt se réveiller, ces joueurs du Sud. Oui, au regard de leurs prestations de tous les dimanches. D'ailleurs, moi je pense que le Casa ne mérite pas d'être à sa place. Mais comme on est en sport, on occupe la place qui nous revient de droit. Hein. Quand on gagne, effectivement, on fait partie du premier. Quand on perd, on est relégable. Tout le bonheur que je souhaite au Casa, c'est que le Casa se retrouve. Moi, je les ai vus lors de leur dernier match de dimanche contre Ngor, où ils ont mené 1-0. L'équipe de Ngor était à 10. À mon avis, ils ont dormi, dans le match, ils ont dormi sur les lauriers. Et ça a permis à Ngor de revenir. Alors, les faiblesses un peu du Casa, Cheikh Tidiane, on parle beaucoup de mouvements, des joueurs qui vont, qui viennent. C'est ça le problème. Souvent, c'est des joueurs qui partent en fin de saison après avoir gagné, ou bien des joueurs qui sont en instance de départ. Et moi, je pense qu'il n'y a pas pire pour un joueur qui est quelque part où il n'est pas. Parce qu'il peut être là, alors que son esprit est ailleurs. Psychologiquement, il n'est pas prêt. Bon, je pense que c'est ce qui handicape vraiment cette équipe du Casa. Mais avec le retour de Demba, je pense que déjà, psychologiquement, il peut apporter un bien fou à cette équipe-là. Il va les gonfler à bloc. Et je pense que ils vont faire une bonne partie, une bonne deuxième partie de saison. Autre chose aussi qui a boosté un peu le moral de cette équipe, c'est le geste du président de la République. Un bus de 35 places, 23 millions de francs CFA pour alléger un peu les charges, mais également faciliter le déplacement. Ça va beaucoup impacter sur les résultats et on va voir ça peut-être dans 5-6 journées. Très bien. Alors justement, Ndofène, la volonté politique de l'État, très importante pour développer aussi le sport. Déjà, comment vous appréciez ce geste du chef de l'État à l'endroit d'un club qui s'appelle le Casa Sport? Oui, mais j'applaudis parce que en fait, quand vous faites quelque chose pour le football, vous le faites pour tous les acteurs du football. Et dans toutes les activités, il y a une discrimination positive. J'ai entendu beaucoup de personnes dire que le chef de l'État devait le faire pour toutes les autres équipes. Si c'est possible, oui. Quand ce n'est pas possible, il faut rétablir le déséquilibre. Celui qui n'a jamais amené une équipe à Ziguinchor ne peut pas se dire
le calvaire que vivent nos amis du Casa Sport à chaque fois qu'ils se déplacent. C'est-à-dire, le Jaraaf y va une fois par saison. Si on ne se rencontre pas en Coupe du Sénégal, on y va une fois. Le Casa Sport effectue ce trajet-là autant de fois que toutes les autres équipes. 9 fois par saison, sans compter les Coupes du Sénégal. Quand vous habitez les îles Canaries, vous payez 10% pour le transport. Parce qu'il faut que dans l'ensemble, que chaque partie de l'ensemble sache que ses préoccupations sont prises en compte. Moi, j'applaudis et je dis merci au chef de l'État. Il reste entendu que la Ligue professionnelle est en train de travailler en direction de déposer un mémorandum pour que l'État nous apporte son soutien. Mais le fait d'offrir un bus au Casa Sport plus un financement, c'est rétablir un déséquilibre. Tout à fait. Malal? Juste, Président, enchaîner sur les performances du Jaraaf en Champions League, en Coupe CAF. Encore, c'est cette histoire, un tour, et c'est fini. Et puis s'en va, un petit tour. Voilà, les équipes du Sénégal n'y arrivent vraiment pas. Attends, la dernière prestation, la dernière sortie du Jaraaf, quand même, nous avions battu le Port Authority et le Djoliba qui était champion d'Afrique. Parce que nous étions parvenus à garder le même groupe. Cette année, dans l'équipe qui a gagné la Coupe du Sénégal, 5 sont partis. Pendant une période où l'entraîneur, lui... Vous avez quand même enregistré le retour d'un cadre non négligeable. Quelqu'un comme Fidel Gomis, on sait toujours... Non, il était chez nous, Fidel. Il faisait partie. C'est-à-dire, en fait, quand les garçons sont partis, on a mis en place une équipe. C'est cette équipe-là qui a gagné la Coupe du Sénégal. Mais dans cette équipe qui a gagné la Coupe du Sénégal, 5 éléments sont partis pendant l'intersaison. Et il fallait remplacer ces 5 éléments. Et malheureusement, bien que les garçons qui sont arrivés sont très talentueux, l'axe central est composé de Alun Fall et Mam Moussa Ndoye, plus Khalifa Ndiaye, qui composaient l'axe de Yogo, qui était la meilleure défense de l'année dernière. Mais quand des éléments arrivent dans un collectif, il est normal qu'eux-mêmes s'adaptent au collectif et le collectif s'adapte à eux. Si c'est aujourd'hui qu'on avait à rencontrer le Boaf, moi je crois que le Jaraaf serait passé. Ouais, mais Ndofène, il y a ce problème récurrent d'infrastructure. Mme Fatou en parlait tout à l'heure là. Quand on prend une équipe comme le Jaraaf qui est censée jouer au haut niveau et qui ne s'entraîne que 2 heures par jour, là, il y a problème face à des équipes africaines rompues à la tâche. Mais vous touchez à l'organisation. En fait, si tous ces garçons sont arrivés, c'est parce qu'effectivement, nous aussi, on a un défi à relever. Je crois qu'on nous a laissé un patrimoine, on nous a laissé un nom, on nous a laissé une réputation. Nous devons, nous, parvenir à mettre de la valeur ajoutée sur ce patrimoine qu'on nous a laissé et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Moi, j'ai la certitude que d'ici la saison prochaine, le Jaraaf aura son terrain. Parce qu'effectivement, ce que vous dites est vrai. S'entraîner 2 heures par jour, on va louer le stade Demba Diop pour nous entraîner pendant 2 heures de temps. Il est sûr et certain que ce n'est pas le meilleur moyen de préparer une compétition africaine. Sur ce point-là, permettez-nous d'insister. Vous parlez du patrimoine du Jaraaf. C'est un club qui existe depuis des lustres. Mais justement, pourquoi ne pas l'avoir fait depuis lors ? Oui, en fait, c'est une pierre jetée un peu dans notre jardin, nous de cette génération, parce qu'effectivement, vous